Nous voici donc désormais au paragraphe 9 du texte Qu'est-ce que les Lumières de Kant? Alors, un paragraphe extrêmement court, on va le voir, enfin, le paragraphe 9 et le paragraphe 10 sont des paragraphes extrêmement courts puisque ce sont, on pourrait le dire, des paragraphes de bilan et transition. Au paragraphe 9, Kant va faire un bilan de ce qu'il a affirmé jusqu'à présent, notamment concernant la question des Lumières en matière religieuse, qui, je vous le rappelle, a été largement traitée dans les paragraphes qui précédaient, avec la question effectivement de la censure possible d'une Église, la possibilité pour une Église justement d'empêcher toute réflexion sur sa pratique et son dogme, avec le rôle du prêtre. Et dans toutes ces questions, Kant n'a cessé précisément d'affirmer la nécessité d'une liberté plus grande. Donc dans le paragraphe 9, Kant va tirer un bilan de ce qu'il a dit jusqu'à présent concernant justement l'avancée des Lumières et la possibilité de ces Lumières, avant, au paragraphe 10, de rouvrir la question en se demandant largement quelles sont les conditions sociales, donc politiques, pour que justement ces Lumières adviennent. Donc, lisons maintenant ce paragraphe 9 qui constitue un véritable bilan. Si donc maintenant on nous demande, vivons-nous actuellement dans un siècle éclairé? Voici la réponse. Non, mais bien dans un siècle en marche vers les Lumières. Il s'en faut encore de beaucoup, au point où en sont les choses, que les humains, considérés dans leur ensemble, soient déjà en état, ou puissent seulement y être mis, d'utiliser avec maîtrise et profit leur propre entendement, sans le secours d'autrui, dans les choses de la religion. Donc, le paragraphe commence par une question, on pourrait qualifier de rhétorique, mais surtout une question que Kant s'adresse à lui-même. Au vu de ce qui a été dit précédemment, dans les 8 paragraphes qui précédaient, sur justement ce que seraient les Lumières, donc je vous rappelle que pour Kant, les Lumières ne sont pas un moment historique, ce n'est pas une période particulière. Nous, aujourd'hui, quand nous parlons des Lumières, nous visons d'abord et avant tout une certaine période qui a couvert le XVIIIe siècle, période au cours de laquelle un certain nombre d'idées ont émergé grâce au travail de philosophes, d'écrivains, etc., etc. Mais pour Kant, je vous le rappelle, les Lumières ne sont pas un moment historique. Les Lumières, pour Kant, désignent un moment, alors un moment de la grande histoire de l'humanité, donc Kant ne donne pas la date précise, mais un moment où précisément chaque individu sera en capacité de penser par lui-même, de ne pas se remettre entre les mains des tuteurs, de ne pas soumettre sa pensée à la conduite d'autrui, bref, un moment où chacun réfléchira pour lui-même. Autrement dit, pour Kant, les Lumières finalement reposent dans ce moment où chacun est capable d'accomplir la maxime socratique connais-toi toi-même. Donc finalement, depuis le début du texte, c'est la question qu'est-ce que les Lumières? Je vous rappelle que le titre était Qu'est-ce que les Lumières? Bon, Kant a maintenant largement défini ces Lumières. Vient le moment justement de se demander s'il y a une correspondance entre la période historique que Kant est en train de vivre, que nous avons appelé nous plus tard les Lumières, et précisément l'idée que Kant se fait de ces mêmes Lumières que je viens de définir. D'où cette question que s'adresse à lui-même Kant, vivons-nous actuellement dans un siècle éclairé? C'est-à-dire, Kant se demande si il est vrai qu'à son époque, cette époque qui s'est elle-même déclarée le siècle des Lumières, eh bien, Kant se demande s'il est vrai effectivement que les individus vivent suffisamment éclairés par eux-mêmes, suffisamment capables de réfléchir, et si effectivement le siècle que connaît Kant est un siècle dans lequel les hommes se sont libérés de la tutelle des gens qui pensaient à leur place. Est-ce que les hommes se conduisent désormais selon la raison, sans suivre leurs passions et désirs? Est-ce qu'ils sont capables de résister aux opinions de toutes sortes? Bref, est-ce qu'ils osent savoir, comme l'avait prescrit la maxime des Lumières? Je vous rappelle cette fameuse maxime qu'on trouve dès le premier paragraphe du texte. Sapere aude, ose savoir. Et donc Kant, évidemment, puisque c'est une question rhétorique qu'il s'adresse à lui-même, va formuler la réponse. Et je vous rappelle que finalement, nous sommes au cœur d'un article que Kant a écrit qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières et qui est une réponse, je vous rappelle, à un article du même journal du mois de janvier qui justement s'interrogeait sur la présence des Lumières, etc. Donc, on se doute bien que, de par les paragraphes précédents,
Kant ne peut pas répondre, évidemment, par l'affirmative. Et c'est bien pour ça qu'il commence sa réponse en disant non, évidemment, nous ne sommes pas encore dans les Lumières, puisque Kant ne vient de cesser dans les paragraphes précédents de nous expliquer que on voyait ici et là des églises qui voulaient empêcher justement la réflexion de continuer de se produire. Kant n'a cessé de nous parler des tuteurs qui règnent sur la foule, etc., etc. Donc on se doutait bien. Mais vous voyez que ce n'est pas un non brutal et définitif, puisque Kant nous dit « nous vivons dans un siècle en marche vers les Lumières ». Donc, quelque part, Kant donne raison à son époque de s'appeler les Lumières, mais pour Kant, les Lumières ne sont pas un instant présent, c'est un mouvement de l'histoire, et c'est un mouvement qui commence à s'esquisser, et qui commence à se produire, et qui est en route. Donc on est toujours dans cette fameuse vision historique chez Kant. Kant a été finalement le premier grand auteur qui a introduit une pensée de l'histoire dans sa philosophie, une pensée complètement articulée. Et je vous rappelle que Kant fait partie de ces penseurs du progrès. Kant pense qu'il y a une finalité de l'histoire, que l'humanité s'achemine progressivement vers un meilleur, vers un complet accomplissement de la raison. C'est la thèse qu'il défendra dans l'idée d'une histoire universelle pensée d'un point de vue cosmopolitique. Il y a un mécanisme de l'histoire à l'œuvre et nous nous acheminons. Eh bien, nous dit Kant, c'est le cas, nous sommes en marche vers les Lumières. Alors, on pourrait dire à Kant, mais ça fait longtemps que nous sommes en marche vers les Lumières, puisque finalement Socrate n'était-il pas le premier représentant des Lumières avec ses fameuses formules, justement, donc, comme Gnotis et auton, connais-toi toi-même, etc. Est-ce que les Lumières ne sont pas esquissées depuis bien longtemps? On va voir que Kant pense que, effectivement, nous sommes à un moment crucial, il y a quelque chose qui s'est passé, et que précisément, on a des raisons, justement, d'être plus confiant au moment où il écrit que précédemment. Je vous rappelle que Kant, finalement, en écrivant cela, quelque part, n'a pas complètement tort, puisque nous sommes à peine quelques années avant la Révolution française, qui affirmera haut et fort les idées des Lumières à travers, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et puis du fameux printemps des peuples, qui va éclairer tout le monde européen, qui va justement promouvoir des nouveaux systèmes de régime politique dans lesquels les individus seront beaucoup plus libres, etc. etc. Donc, Kant diagnostique pour son époque quelque part, justement, une mise en mouvement en direction des Lumières. Alors nous n'y sommes pas, il s'en fout encore de beaucoup, au point où en sont les choses, nous dit Kant, c'est-à-dire que on est encore très éloigné d'un moment où chaque individu pourrait penser par lui-même. Évidemment, Kant connaît tout de même quand même assez bien, on va dire, les conditions sociopolitiques de son siècle, et il est vrai que les individus qui sont majeurs au sens kantien du terme, c'est-à-dire capables de penser par eux-mêmes, sont peu nombreux. Notamment, il y a des conditions sociales à cela, d'émancipation, il y a serait-ce que la question de l'école. Or, je vous rappelle qu'au siècle de Kant, il n'y a pas d'école, la plus grande masse de la population est une population qui est ignorante de beaucoup de choses, qui vit encore profondément dans des croyances populaires, des croyances religieuses, et peu d'individus finalement ont accès à une culture suffisamment large pour acquérir, on va dire, une forme de majorité. Donc Kant n'est pas dupe de cela, il le sait très bien. Si l'on réfléchit à la situation française, par exemple, que nous connaissons peut-être mieux, bien le tiers-État représente à peu près 80%, 70 à 80% de la population, et c'est une grande masse d'individus peu formés, qui n'ont pas encore, on va dire, reçu une éducation suffisante, qui n'ont pas lu les textes des Lumières, qui ne songent absolument pas ni à se rebeller, ni à réfléchir par eux-mêmes. Le temps viendra, mais ce n'est pas encore le moment. Et donc Kant a conscience de cela. Nous ne sommes pas encore véritablement dans des pays où les individus pensent par eux-mêmes. Quant à la question des dirigeants de ces pays, eh bien, je vous l'ai dit, la plupart des régimes politiques dans les pays d'Europe sont des régimes extrêmement autoritaires. On y pratique la censure un peu partout, notamment en France, puisque c'est le pays qui nous intéresse de façon centrale. En France, le roi, je vous l'ai dit, a ses fameuses lettres de cachet, il met en Bastille tous ceux qui l'ennuient, etc. Et l'Église n'est pas plus ouverte. L'Église, effectivement, même si on va dire les querelles religieuses sont quand même un tout petit peu en train de s'apaiser, les églises gardent encore une mainmise absolue sur la société civile en voulant imposer finalement un dogme sans prétendre réfléchir autour de ce dogme. Et vous voyez que dans la suite de la phrase, Kant nous dit pourquoi nous ne sommes pas encore vers les Lumières, parce que les humains considérés dans leur ensemble n'y sont pas encore entrés. Alors c'est là où on retrouve cette fameuse dialectique toujours à l'œuvre chez Kant, cette idée que l'individu, le groupe, et ce n'est pas la même chose qui se produit.
dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Je vous rappelle que Kant montrera bien qu'au niveau de l'individu, si on se penche sur l'histoire de chaque individu, on ne repérera pas de signes très précis du mouvement de l'histoire, mais ce n'est seulement, nous dit Kant, quand on se place vers au niveau justement cosmopolitique, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble de l'humanité, qu'on commence à voir se dessiner le mouvement du progrès, l'avancée de la raison, etc. Et justement, c'est ce que nous dit Kant ici. Il reprend cette thématique. Kant nous dit, on voit bien que ici et là, quelques individus émergent vers les Lumières. Kant pense justement précisément à ces philosophes qui ont commencé à énoncer en France, en Allemagne, des idées philosophiques qu'on peut qualifier justement d'idée des Lumières. Kant pense, on va le voir dans le paragraphe suivant, aussi à l'empereur de Prusse, qui pour Kant est un homme éclairé parce qu'il laisse une grande liberté à son peuple. Donc il y a bien ici et là quelques îlots de lumière, mais si on regarde l'ensemble de l'humanité, nous dit Kant, nous ne sommes pas encore, bien évidemment, dans ce moment que souhaite Kant, un moment où tous les individus seraient suffisamment éclairés pour penser par eux-mêmes et maîtriser leur raison. Et vous voyez, Kant nous dit, donc, nous sommes encore très loin de ce moment où tous les individus, eh bien, seraient dans cet état des Lumières, c'est-à-dire seraient, comme je viens de le dire, capables de maîtriser leur raison, ou puissent seulement y être mis. C'est-à-dire que, vous voyez que Kant nous dit, les Lumières commenceront véritablement, peut-être pas au moment où tout le monde sera effectivement capable d'utiliser sa raison par lui-même, mais on entrera dans les Lumières au moment, finalement, nous dit Kant, où toutes les conditions seront réunies pour que cela se produise, c'est-à-dire, dans l'esprit de Kant probablement, au moment où les régimes politiques, les sociétés seront suffisamment libres pour que les individus aient au moins les conditions nécessaires pour penser par eux-mêmes. C'est-à-dire que Kant, effectivement, comme à chaque fois dans la pensée de Kant, Kant est un penseur qui, dans toute sa philosophie, idéalise certains mouvements, il idéalise la morale, il idéalise la liberté, et à côté de ça, vous trouvez chez Kant des remarques systématiquement pour dire « oui, j'ai idéalisé et je ne suis pas sûr que l'humanité pourra y arriver, etc. » On trouve en quelque sorte un peu ce même mouvement dans ce paragraphe 9, c'est-à-dire que Kant nous dit « les Lumières, c'est ce moment idéal où tout le monde, effectivement, peut penser par lui-même ». Ce moment-là est peut-être très très lointain, nous dit Kant, mais il y a un moment qui est finalement au moins aussi important et au moins suffisant, c'est ce moment où les sociétés auront en tout cas les conditions suffisantes pour qu'à l'intérieur les individus se développent en toute raison. C'est-à-dire, on le verra dans la suite du texte de Kant, c'est Kant, pour lui, les Lumières commencent quand l'ensemble des pays proposent des systèmes suffisamment libéraux au sens propre du terme, c'est-à-dire qui ménagent la liberté des individus suffisamment pour que justement les individus puissent s'éduquer, se former, réfléchir et ne pas être sous la tutelle justement d'une église ou d'un gouvernement qui leur impose une censure. Donc Kant nous dit, nous ne sommes pas encore arrivés tout à fait là, pas encore tout à fait là, mais finalement, nous dit Kant, quelque part, nous sommes en train de nous diriger vers cela. Et je vous l'ai dit, Kant voit dans les gouvernements de son époque, notamment dans le gouvernement de Prusse, des indices que nous sommes en route. Il voit dans l'émergence de philosophes en France et en Allemagne, de philosophes des Lumières, il voit justement que des premiers signes intellectuels se dessinent. Bref, Kant commence à avoir un espoir sérieux, et je vous l'ai dit, la Révolution française qui arrivera quelques années après ce texte, 6 ans après ce texte, confortera encore Kant, encore plus Kant dans cette idée. Et donc Kant termine en nous rappelant justement qu'est-ce que c'est, une fois encore, que ce mouvement des Lumières. C'est ce moment où l'ensemble des humains, nous dit Kant, sera capable d'utiliser avec maîtrise, donc c'est bien cette idée, je me sers de ma raison en la maîtrisant, c'est-à-dire de façon active, c'est-à-dire sans être soumis à quelque chose d'autre que ma raison, soit un autre individu qui parlerait à ma place, un tuteur, un maître, etc., ou encore ce qui pourrait dominer ma raison, c'est-à-dire mes passions et mes désirs. Je rentre dans les Lumières quand je suis capable de maîtriser mon intelligence et ne pas me laisser dominer par autre chose. Donc je l'attirerai j'aurai ma raison avec maîtrise et avec profit. Avec profit, nous dit Kant, parce que justement, c'est à ce moment-là que l'humain pourra utiliser sa raison pour le meilleur, pour constituer une morale au sens kantien, une morale qui soit une morale complètement rationnelle, qui ne repose que sur des principes universels et non pas sur des intérêts immédiats et privés. C'est à ce moment-là qu'on se servira de l'entendement pour construire des sciences parfaites,
qui justement ne laisse pas la moindre place à la croyance, etc. Donc Kant nous dit le moment des Lumières sera ce moment où les individus maîtriseront leur raison et du coup en tireront les plus hauts profits, c'est-à-dire construiront des choses extrêmement raisonnables. Donc pourront se servir donc de leur intelligence, de leur entendement, sans le secours d'autrui. On retrouve cette idée que dans les Lumières, je ne suis pas passif, je n'ai pas besoin des autres pour penser. Et voilà, dit Kant, notamment, Kant nous dit, s'il y a bien un endroit où nous ne sommes pas encore bien entrés, encore tout à fait dans cette question des Lumières, c'est précisément, nous dit Kant, dans cette question des religions, et ce n'est pas pour rien que le mot de religion vient à la fin de ce paragraphe. Je vous l'ai dit, les paragraphes précédents, vous l'avez vu, nous les avons étudiés, sont très largement consacrés à la question religieuse, puisque c'est quand même la grande question qui, depuis le Moyen-Âge, pèse sur la société. Quelle place accorder à la religion? Faut-il ou non la laisser diriger toutes choses, y compris les choses politiques? Bon, et je vous rappelle que finalement, depuis l'entrée dans le monde moderne, le rôle de la religion est de plus en plus discuté. Je vous renvoie, d'un point de vue scientifique, bien évidemment que dans le grand débat science-croyance, depuis Galilée, on peut dire en quelque façon que la science a finalement gagné ses lettres de noblesse face à la croyance. L'idée, finalement, Galilée a perdu sur le papier, puisque lors de son grand procès, il a dû se rétracter, et c'est le pape qui a imposé l'idée que la Bible avait raison contre la science. Mais comme vous le savez, le procès de Galilée c'est 1633, mais dès 1650, les idées de Galilée se sont répandues dans toute l'Europe, et la science se développe quelque part sans plus se soucier de ce qu'affirme la religion. Donc de ce point de vue-là, on va dire que les choses ont changé. Et puis je vous disais, d'un point de vue politique, finalement, depuis Machiavel, eh bien, toute la philosophie politique, je vous renvoie au cours là encore, toute la philosophie politique depuis Machiavel se développe en disant que la politique est une affaire de choses humaines, et que donc les traités, les organisations politiques, la fondation par le contrat social du monde politique est une affaire uniquement qui relève uniquement du monde civil, et non pas, c'est une affaire laïque, et non pas une affaire religieuse. Donc la grande question qui, depuis l'avènement de l'époque moderne, traverse la société, c'est quand même cette question de la religion. Et vous voyez que c'est pour ça que Kant commence par la poser au cœur du débat des Lumières. Pour Kant, on aura déjà fait un grand pas en avant quand la question de la religion aura été tranchée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour Kant trancher la question religieuse? Ça ne veut pas dire supprimer la religion de la société. Kant est lui-même quelqu'un qui a la foi, d'ailleurs, une foi profonde, mais Kant est quelqu'un qui veut éclairer justement cette foi par la raison, c'est-à-dire bien montrer quelles sont les limites entre savoir et croire. C'était la formule finale de la critique de la raison pure. Ménager une place pour la foi en mettant un terme au savoir, c'est-à-dire tracer une limite entre croire et savoir. C'est ce que Kant a voulu faire. Il a voulu établir une religion dans les limites de la simple raison. Et Kant nous dit, on commencera à entrer dans les Lumières quand cette question religieuse, notamment, sera profondément réglée. Il faut se rappeler à quel point, je vous le disais, elle est en débat dans la période moderne, parce qu'elle a tellement pesé sur la société au Moyen-Âge, elle a tellement été source d'interdiction, elle a tellement été source de censure, qu'effectivement, la plupart des penseurs pensent que, justement, la vraie question, c'est la question religieuse. D'ailleurs, aujourd'hui, un grand nombre d'historiens défendent la thèse selon laquelle la Révolution française et le grand mouvement libéral de la fin du XVIIIe siècle est d'abord et avant tout un mouvement d'émancipation face à la question religieuse. Donc Kant, évidemment, met cette question de la religion au cœur de ces paragraphes. C'est pour ça qu'on l'a vu, il y a de nombreux paragraphes qui mettent en cause la place de la religion. Et vous voyez que dans cette conclusion partielle que forme le paragraphe 9, eh bien évidemment, c'est la question religieuse qui, pour Kant, doit être traitée en premier. Et cela va lui permettre de faire une transition. Si la question religieuse doit être traitée, c'est pour laisser la place à une liberté, justement une autre forme de liberté, qui est la liberté justement laïque, la liberté en société, la liberté politique. Et c'est pour ça que Kant va immédiatement derrière regarder quelles sont les conditions politiques qui permettent l'émergence au sein de la société de justement ce que Kant espère, les Lumières.